Nous avons débattu vendredi du sommet afro-arabe, de ses perspectives générales sur Afrique Média, mais moi je voudrais revenir en un mot là-dessus. La quasi-totalité des panélistes à Douala, à Djamena, ont décrété ce sommet comme un échec et l'ont renvoyé à l'échec bien réel de ses trois prédécesseurs au cours des décennies précédentes. Je ne partage pas du tout cette analyse. Moi je pense que ce sommet est enfin un succès, et qu'il est un grand succès diplomatique pour la diplomatie équato-guinéenne, pour le président Obiang-Némane Bassogo et le ministre des Affaires étrangères Agapito Bamokui. Qu'est-ce qui s'était passé dans le passé? Il y avait tout d'abord une domination des États du Golfe par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, pour des raisons qui seraient trop longues à exposer, elle a une position géopolitique à part et elle n'a jamais voulu de cette rencontre, de cette coopération afro-arabe. Il y a également dans tout ça la position extrêmement négative de l'Arabie Saoudite vis-à-vis des populations noires d'Afrique. Je pense donc que ce sommet qui a vu les autres États du Golfe et le Koweït adopter des positions diplomatiques propres, annoncer une coopération économique, je pense qu'il est un succès pour Malabo et qu'il est très important, très riche en perspectives futures. J'en viens à votre question sur la diplomatie agressive du Maroc. Il faut rappeler quelque chose, c'est que cette diplomatie qui a conduit les Marocains à quitter le sommet de Malabo, elle n'est pas une nouveauté. Ils ont aussi quitté le sommet de l'Union africaine, le 27e à Kigali en juillet dernier, pour les mêmes raisons. Le Maroc a évidemment une question géopolitique, c'est celle de l'ancien Sahara espagnol, qui a décrété son indépendance alors que le Maroc voulait l'annexer et qui a proclamé une république arabe démocratique sahraoui avec un parti, une formation politique qui est le Polisario, qui avait le soutien de l'Union soviétique, qui a encore aujourd'hui le soutien de la diplomatie de Poutine et dont le parrain est l'Algérie. L'Algérie et le Maroc, c'est le grand contentieux géopolitique entre les deux voisins. Il dure depuis quasiment l'indépendance des deux pays, il n'est pas prêt de s'arrêter et la question sahraoui, c'est l'épicentre de cette opposition géopolitique. Rappelons enfin une dernière chose, c'est que le Sahara ex-espagnol est la dernière question coloniale en Afrique qui est considérée par les Nations Unies et qu'il est malvenu pour le Maroc de faire porter à l'Union africaine ou aux Africains un problème qui dépend largement des Nations Unies et qui dépend des relations de voisinage entre le Maroc et l'Algérie. Cette diplomatie agressive, elle repose évidemment sur une surestimation du Maroc par lui-même, de son poids en Afrique. C'est pas parce que le Maroc investit beaucoup, aide à développer certains pays africains au niveau de leur économie, mais le premier qui en profite, c'est le Maroc lui-même, ou que les banques marocaines ont une très grande position dans les investissements en Afrique, particulièrement francophone, que le Maroc peut se permettre ceci. Il y a la volonté d'ouvrir une brèche au sein de l'Union africaine, entre les Africains, au moment où ils ont besoin d'unité et où il y a assez de choses qui séparent les Africains au sein de l'Union africaine elle-même. Vouloir briser cette unité, c'est évidemment un mauvais cadeau que fait un Maroc qui prétend à côté de ça réintégrer l'Union africaine. Ça ne peut pas être au prix d'une politique de chantage, d'une politique d'oukase. Qu'est-ce qui motive le Maroc dans tout ça? C'est évidemment le fait que actuellement l'Algérie, elle, est dans une position de paralysie politique avec la succession du président Bouteflika. Bouteflika est vieux, il est malade, il n'a pas de successeur désigné et il y a déjà un nombre incroyable, innombrable de clans qui se préparent à se déchirer dans la perspective de cette succession, à commencer par le parti dominant, le FLN. À partir de ce moment-là, le Maroc pense qu'il a une fenêtre d'opportunité et qu'il peut en profiter pour régler à son profit, en tout cas au niveau de l'Union africaine, la question sahraoui.
Ce qui s'est passé à Kigali, ce qui vient de se passer à Malabo révèle que c'est de faux calculs, que c'est une mauvaise stratégie. Il faut évidemment faire comprendre aux Marocains que l'Afrique, c'est aux mains des Africains, et pas un seul pays qui va décider de ce qui se passe au sein de l'Union africaine. Ajoutons les autres aspects déplaisants de la géopolitique marocaine, notamment le fait que c'est un des pays principaux qui sert de porte d'entrée aux États-Unis, qui sert de porte d'entrée à l'Afrique comme en Afrique. On annoncera quand même, ce sera ma chute. Vous savez que lorsque Obama a lancé le printemps arabe, il avait deux buts. Il avait le premier, c'était de détruire la Jamaïria libyenne. Ce sont des choses qui ont été planifiées par les prédécesseurs d'Obama, les néoconservateurs de George Bush, dès les années 2001-2002, et qui ont été remises sur le plan de travail par les conseillers privés d'Obama, qui sont George Soros et Brzezinski, l'auteur du Grand Échiquier. Tout ça a commencé, les plans de destruction de la Jamaïria libyenne vers 2007, bien avant que Sarkozy ne se fâche et ne décide de participer à la curée contre Kadhafi. Ajoutons qu'au même moment, dans le même mouvement, on a lancé le printemps arabe. Le printemps arabe, qu'est-ce que c'était? C'était de changer tous les régimes forts du monde arabe et de les remplacer par un régime ayant l'apparence du parlementarisme, où une armée très forte tiendrait en respect un parlement dominé par des forces islamo-conservatrices, dans l'affaire qui nous importe, les frères musulmans, le grand modèle étant ce qui s'était passé depuis 10 ans en Turquie avec l'AKP d'Erdogan. Il faut quand même rappeler que ce scénario a raté, a échoué un peu partout, mais pas au Maroc. Au Maroc, sans changement de régime, mais avec le soutien de la monarchie, eh bien, on a vu les islamistes, les frères musulmans, être introduits dans les élections. On les a vus, on leur a permis de gagner quelques sièges et de s'associer au gouvernement. Ils ont aujourd'hui un poids politique important. C'était, rappelons-le, le scénario original du printemps arabe conçu par les conseillers d'Obama.